La bibliothèque du manoir d'Ashworth sentait l'automne, le cuir et la cire d'abeille, le papier vieilli jusqu'à prendre la couleur du miel, la fumée de bois s'échappant de la grande cheminée qui dominait le mur est. Lady Eleanor Hartwell avait découvert ce sanctuaire 3 jours après son arrivée, quand le poids des regards compatissants et des spéculations chuchotées était devenu trop lourd à porter, et qu'elle s'était enfuie de la salle du petit déjeuner en murmurant une excuse à propos d'une migraine. La bibliothèque l'avait accueillie avec son silence, ses rangées et ses rangées de livres se dressant comme des sentinelles contre le jugement du monde au-delà de ses murs. Elle y était venue chaque jour depuis, arrivant chaque matin plus tôt, s'appropriant la banquette près de la fenêtre qui donnait sur les collines ondoyantes du domaine, s'enveloppant dans le châle élimé qui avait appartenu à sa mère et se perdant dans des volumes de poésie et de philosophie qui n'exigeaient rien d'elle que son attention. Elle était une veuve aux moyens modestes. Non, se corrigea-t-elle avec l'honnêteté brutale qu'encouragent les nuits blanches, une veuve sans aucun moyen, invitée à la réception du duc d'Ashworth sur son domaine par la charité d'une cousine éloignée qui avait fait un bon mariage et la plaignait maladroitement. L'invitation avait été une bouée de sauvetage qu'elle n'avait pu refuser, bien que chaque instant passé parmi les autres invités lui rappelât à quel point elle était tombée bas, à quel point les dettes et les indiscrétions de son défunt mari avaient souillé son nom. Il la regardait avec une curiosité à peine déguisée en sollicitude, les messieurs avec une sorte de calcul particulier qui lui donnait la chair de poule, comme si le veuvage et la pauvreté l'avaient rendu disponible pour des arrangements qu'aucune femme respectable n'envisagerait. Alors elle se cachait, et la bibliothèque gardait ses secrets. Ce fut depuis cette banquette, au 4e matin de son refuge, qu'elle vit pour la première fois clairement le duc d'Ashworth, non pas à travers un salon bondé ou à l'extrémité lointaine de la table du dîner, mais seul, à califourchon, sur un grand cheval noir, chevauchant à travers son domaine avec une concentration singulière qui semblait exclure le monde entier. Sebastian Thorne, 5e duc d'Ashworth, était une figure de légende même au sein d'une société où les ragots servaient de monnaie d'échange. Froid, redoutable, intouchable, un homme qui s'était retiré de Londres après un scandale des années auparavant et qui régnait maintenant sur son domaine du Nord, tel un exilé volontaire. Les autres invités parlaient de lui à voix basse, d'une rupture de fiançailles, d'accusations jamais tout à fait prononcées, mais néanmoins accablantes, de sa préférence pour la solitude plutôt que pour la société, de sa réputation de froideur qui frisait la cruauté. Éléanore le regarda chevaucher, son manteau sombre tranchant sur l'ambre et l'or du paysage automnal, et pensa qu'il n'avait pas l'air cruel mais seul, profondément et délibérément seul, et elle comprit cette impulsion avec une clarté qui la surprit elle-même. Il disparut à la lisière des arbres, et elle retourna à son livre, mais les mots dansèrent devant ses yeux, et elle se surprit à se demander ce qui poussait un duc à l'exil, quel chagrin se cachait sous ce visage sévère, et s'il se cachait lui aussi, au vu et au su de tous, cherchant refuge dans l'immense vide de son propre domaine. Les matinées d'Éléanore prirent un rythme, une chorégraphie minutieuse, conçue pour éviter d'être remarquée, et donc pour éviter la conversation. Elle se levait avant que la maisonnée ne s'éveille, quand les couloirs étaient encore sombres et silencieux, quand les domestiques commençaient à peine leur journée et n'avaient pas de temps à perdre en regards curieux pour la veuve qui errait seule. Elle se glissait par l'escalier de service, ses chaussons silencieux sur la pierre polie par des siècles de pas, et entrait dans la bibliothèque par la petite porte, celle cachée derrière une tapisserie qu'elle avait découverte tout à fait par accident et qu'elle utilisait maintenant avec la familiarité possessive d'une créature retournant à sa tanière. La lumière du matin qui entrait par les hautes fenêtres
était douce à cette heure, hésitante, filtrant à travers un verre ancien qui la transformait en quelque chose de doré et d'indulgent. L'odeur de la bibliothèque devint son réconfort. Le cuir et le papier, la cire d'abeille et la fumée de bois du feu qu'un domestique invisible avait préparé dans la nuit, la faible odeur poussiéreuse de pages qui contenaient des siècles de pensées, de rêves et de chagrins qui n'étaient pas les siens. Elle avait revendiqué sa banquette comme son territoire, arrangeant les coussins juste comme il fallait, gardant sa petite pile de livres à portée de main sur la table d'appoint, et c'est là, au 7e matin de son sanctuaire, que sa solitude fut brisée. Elle ne l'entendit pas approcher. Le duc se déplaçait avec une quiétude qui semblait en contradiction avec sa stature, et ne prit conscience de sa présence que lorsque sa voix, froide, mesurée et profondément masculine, trancha le silence comme une lame. Je ne savais pas que la bibliothèque était utilisée à cette heure. Eleanor sursauta si violemment que le livre sur ses genoux tomba au sol, et elle se leva avec une maladresse qui fit rougir ses joues, sa révérence hâtive et disgracieuse. « Votre grâce, Pardonnez-moi, je ne voulais pas m'imposer, je vais me retirer sur le champ. »« Vous ne ferez rien de tel, » interrompit-il, et elle osa lever les yeux vers son visage pour la première fois depuis ce lointain aperçu au dîner. Sébastien Thorne était, aussi sévère que sa réputation le suggérait, des cheveux sombres, des yeux plus sombres encore, une bouche qui semblait avoir oublié la forme d'un sourire, et une allure qui rayonnait de contrôle et de distance à parts égales. Il la considéra avec une expression qu'elle ne put déchiffrer, quelque chose entre l'agacement et la curiosité, puis se pencha pour ramasser son livre tombé, ses mouvements précis. C'est alors qu'elle vit ses mains, marquées de cicatrices sur les jointures, une ligne irrégulière sur le dos de sa main gauche qui parlait d'une vieille blessure, des mains qui contredisaient l'image d'un homme passant sa vie dans d'oisives occupations aristocratiques. Il tint le livre un moment, jeta un coup d'œil au titre, puis le lui tendit sans commentaire. « Vous pouvez continuer à utiliser la bibliothèque, Lady Hartwell. Je vous demande seulement de ne pas déranger le bureau privé derrière la porte du fond. Il est fermé à clé, et je préfère qu'il le reste. » Tingledy-dee-dee. Son ton était formel, dédaigneux, les mots d'un homme peu habitué à se justifier. Eleanor prit le livre, les doigts tremblant légèrement, et parvint à murmurer « Bien sûr, votre grâce, merci. » Il inclina la tête, un geste qui aurait pu être un acquittement ou une simple politesse, puis il disparut, la porte se refermant derrière lui avec un clic doux mais définitif qui résonna dans le vide soudain. Eleanor se laissa retomber sur sa banquette, le cœur battant inexplicablement, le livre serré contre sa poitrine, et réalisa que son sanctuaire venait de devenir infiniment plus compliqué. Des semaines passèrent, et la bibliothèque devint un espace partagé, divisé par un traité tacite que ni l'un ni l'autre ne reconnaissaient, mais que tous deux observaient avec une précision méticuleuse. Eleanor s'appropriait les matinées, arrivant à l'aube et partant avant que la maisonnée ne se rassemble pour le déjeuner, tandis que le duc travaillait dans son bureau privé durant les après-midi, sa présence n'étant annoncée que par le faible bruit de ses pas derrière la porte verrouillée ou le bruissement occasionnel de papier. Ils se croisaient parfois dans les embrasures de porte ou entre les rayons, échangeant de brefs hochements de tête qui portaient le poids de la reconnaissance sans le fardeau de la conversation, et Eleanor se sentit en phase avec sa présence d'une manière qu'elle ne comprenait pas tout à fait, consciente de lui-même lorsqu'il était invisible, comme si la bibliothèque conservait une trace de son passage qu'elle seule pouvait lire. Les domestiques, libérés par son statut modeste de la discrétion habituelle, bavardaient librement en sa présence, et elle apprit des bribes de l'histoire du duc à travers leurs conversations chuchotées. Une rupture de fiançailles 5 ans auparavant,
des accusations de cruauté jamais assez précises pour être réfutées, mais assez accablantes pour l'exiler de l'Aïn. Société londonienne, son choix de se retirer à Ashworth plutôt que de combattre des rumeurs qui le dépeignaient comme froid, insensible, peut-être même dangereux. Les jeunes servantes parlaient de lui avec un respect craintif, mais les domestiques plus âgés, ceux qui le connaissaient depuis l'enfance, le défendaient avec une ardeur qui suggérait une vérité différente sous les ragots. Et Éléanore se mit à l'observer avec une curiosité croissante, cherchant des preuves pour étayer l'une ou l'autre version. C'est depuis sa banquette qu'elle menait son étude, le regardant évoluer au fil de ses journées avec la concentration d'un érudit examinant un texte particulièrement déroutant. Elle le vit avec ses chevaux, ses mains marquées, compétentes, douces sur leurs encolures, tandis qu'il leur parlait à voix trop basse pour être entendue, mais clairement affectueuse, le vit s'arrêter lors de ses promenades matinales pour parler à son vieux jardinier. Leur conversation sans hâte et empreinte de ce qui semblait être une chaleur sincère, le vit s'arrêter pour examiner un arbre en difficulté, ou détourner un ruisseau qui menaçait le sentier, de petits actes de gestion qui témoignaient de soin plutôt que de froideur. La contradiction entre sa réputation et ses observations l'intriguait, la troublait, la faisait se demander quelle version était la vraie ou si les deux pouvaient coexister chez le même homme, et elle se mit à le chercher le matin, sa lecture interrompue par des regards vers la fenêtre, son attention partagée entre les mots sur la page et la silhouette solitaire se déplaçant dans le paysage en contrebas. Elle commença, presque sans y penser, à laisser de petits signes de sa présence dans la bibliothèque. Son châle arrangé juste comme il fallait sur la banquette, un livre laissé ouvert à un passage particulier sur la table la plus proche de la porte de son bureau, un marque-page placé avec un soin délibéré, se demandant s'il remarquait, s'il comprenait ces petits gestes comme les messages qu'ils étaient, la preuve que quelqu'un le voyait, que son sanctuaire n'était pas aussi vide qu'il y paraissait, et bien qu'il ne fit jamais de remarques sur ses arrangements, elle remarqua que son châle, qu'elle avait oublié une nuit, était une fois soigneusement plié à son arrivée, que les livres qu'elle laissait étaient parfois déplacés mais toujours avec respect, toujours avec un soin qui suggérait qu'ils avaient été lus, et elle comprit que lui aussi regardait, observait, menant sa propre étude silencieuse de la veuve qui avait envahi sa solitude et l'avait, d'une certaine manière, rendue moins solitaire. Cela se produisit un matin où le givre avait argenté les fenêtres et le souffle d'Éléanore formait un nuage dans l'air froid de la bibliothèque, le feu n'étant pas encore assez vif pour dissiper le froid de la nuit, et elle cherchait un volume particulier sur les étagères supérieures, une collection d'essais qu'elle avait aperçue quelques jours auparavant, mais n'avait pas osé récupérer, étant donné sa position précaire sur le plus haut rayon. L'échelle à roulettes était plus vieille qu'elle, ses roues protestant doucement tandis qu'elle la positionnait avec soin, testant chaque barreau en montant, ses jupes entravant ses progrès d'une manière qui la rendit reconnaissante que personne ne soit présent pour assister à son ascension disgracieuse, et elle venait de refermer ses doigts sur le dos du livre quand une roue glissa, l'ancien mécanisme cédant, et le monde bascula nauséeusement tandis que l'échelle s'éloignait de l'étagère. Elle n'eut pas le temps de crier, ne réussit qu'à prendre une brusque inspiration avant que la gravité ne la réclame, mais l'impact qu'elle anticipait ne vint jamais. À la place, il y eut des mains, fortes et sûres, la rattrapant sous les bras et autour de la taille, la stabilisant contre une poitrine solide, tandis que ses pieds retrouvaient le sol avec une maladresse qui aurait été mortifiante en toute autre circonstance. Pendant un instant, elle ne put bouger, ne put penser, consciente seulement de sa chaleur, de l'odeur de bois de santal
et d'autre chose, quelque chose de distinctement masculin, du son de son cœur battant régulièrement sous son oreille, là où sa tête avait atterri contre son épaule, et quand elle rassembla enfin le courage de lever les yeux, elle trouva le visage de Sébastien à quelques centimètres du sien, ses yeux sombres fixés sur les siens avec une intensité qui lui vola le peu de souffle qui lui restait. « Êtes-vous blessé ?» Sa voix était basse, urgente, d'une manière que sa formalité habituelle ne permettait jamais, et ses mains restèrent sur sa taille, comme s'il ne lui faisait pas entièrement confiance pour se tenir debout sans aide, et elle réalisa, avec un choc aigu de conscience, qu'elle ne voulait pas qu'il la lâche, que la froideur qu'elle lui avait attribuée n'était pas du tout de la froideur, mais du contrôle, une discipline de fer qui contenait soigneusement quelque chose d'autre, quelque chose de brûlant et de presque désespéré. Et elle pouvait le voir maintenant dans ses yeux, dans la tension autour de sa bouche, dans la façon dont ses doigts se fléchissaient légèrement contre ses flancs, comme pour résister à l'envie de la serrer plus fort. « Je vais bien, votre grâce. Merci. Elle semblait incapable de terminer une phrase, son sang-froid habituel dispersé, comme le givre fondant sur les fenêtres, et il recula, la relâchant, avec ce qui semblait être de la réticence, la mâchoire crispée. « Que cherchiez-vous à atteindre ?» La question était ordinaire, pratique, mais son ton portait un sous-entendu qu'elle ne savait comment interpréter, et elle fit un geste vague vers l'étagère supérieure, incapable de trouver ses mots. Il récupéra le livre sans avoir besoin de l'échelle, sa taille étant suffisante pour atteindre ce qu'elle ne pouvait pas, et le tint un moment, lisant le titre. « Montaigne », dit-il, quelque chose changeant dans son expression, quelque chose qui aurait pu être de l'approbation ou de la surprise, ou les deux. « Vous avez un goût excellent, Lady Hartwell. » C'était le premier compliment qu'il lui faisait, la première reconnaissance qu'elle était plus qu'une présence inopportune dans sa bibliothèque, et encouragée par la chaleur persistante de ses mains sur sa taille, par la façon dont il la regardait comme s'il la voyait vraiment pour la première fois, elle retrouva sa voix. « L'avez-vous lu, votre grâce ?» Il hocha lentement la tête. Maintes fois, ses pensées sur la solitude sont particulièrement pertinentes. La pause avant le dernier mot était lourde de sens, et elle comprit soudain qu'il ne parlait pas du tout de philosophie, mais d'eux-mêmes, des isolements parallèles qui les avaient tous deux amenés à cette bibliothèque, à ce moment. « Si vous appréciez Montaigne, continua-t-il, sa voix redevenue soigneusement neutre, vous pourriez apprécier Donne. J'ai une collection dans mon bureau, je vous la laisserai. » C'était une petite offre, mais elle semblait capitale, l'ouverture d'une porte qui avait été fermement close. Et Éléanore accepta le livre qu'il tenait avec des mains qui tremblaient légèrement, leurs doigts se frôlant dans l'échange, le contact bref mais électrique. « Merci, votre grâce, » murmura-t-elle, et il inclina la tête, se détournant déjà, mais elle vit sa main se lever vers sa poitrine, tandis qu'il marchait vers son bureau, le vit la presser là comme pour vérifier que son cœur battait toujours correctement. Et elle sut que ce qui avait changé entre eux dans ces moments où il la tenait n'était pas son imagination, qu'il l'avait ressenti aussi, cette reconnaissance, cette conscience impossible et terrifiante d'une autre âme solitaire. Après son départ, il se tint dans le silence de la bibliothèque vide, tenant toujours la place sur l'étagère où le livre avait été, les yeux fermés, et quand il bougea enfin, ce fut pour s'asseoir lourdement dans le fauteuil le plus proche de la fenêtre où elle lisait toujours, la tête dans les mains. Et Éléanore, jetant un regard en arrière, à travers la vitre de la porte qu'elle n'avait pas tout à fait fermée,
le vit là et comprit, avec une clarté soudaine et perçante, que le duc d'Ashworth n'était pas froid du tout, mais désespérément, douloureusement seul, et qu'elle n'était pas la seule à s'être cachée dans cette bibliothèque, cherchant refuge contre un monde qui les avait jugés tous les deux et les avait trouvés insuffisants. L'automne s'intensifia autour d'Ashworth, les arbres abandonnant leur vert pour le cramoisi et l'or, et avec le tournant de la saison vint un changement dans l'atmosphère de la bibliothèque, comme si les murs eux-mêmes s'étaient adoucis, devenus perméables à quelque chose que ni Éléanore ni Sébastien n'osaient nommer à voix haute. Leurs conversations devinrent plus fréquentes, bien qu'ils maintinssent la distance formelle de deux personnes tournant autour de quelque chose de trop fragile pour être approchées directement, discutant des cercles de Dante et du paradis de Milton, débattant des mérites des traductions de Pope et de l'architecture des sonnettes de Shakespeare, ne s'aventurant jamais dans quoi que ce soit de personnel, même si leurs mots en révélaient plus que ce que l'un ou l'autre n'avait l'intention. Éléanore apprit, à travers ces échanges prudents, que le duc lisait de la poésie. Non seulement la lisait, mais l'aimait avec une passion qui semblait incongrue avec sa réputation sévère, pouvait citer des passages entiers de mémoire. Sa voix prenant une qualité qu'elle n'avait jamais entendue lorsqu'il parlait de Keats ou de Wordsworth, quelque chose de non dissimulé et de presque tendre qui lui serrait la poitrine d'une émotion qu'elle refusait d'examiner de trop près. Un après-midi pluvieux, alors que les fenêtres pleuraient et que la bibliothèque semblait exister entièrement hors du temps, elle trouva un volume des œuvres complètes de Donne sur sa table habituelle, un endroit où elle ne l'avait pas laissé. Et en ouvrant le livre, elle découvrit un bout de papier marquant un unique poème, et écrit d'une main qu'elle commençait à reconnaître. Élégante, contrôlée, révélant une discipline dans chaque trait, se trouvait une seule ligne. Aucun homme n'est une île, un tout en soi. Elle resta assise un long moment, tenant ce papier, lisant la ligne encore et encore, essayant de déchiffrer si c'était une observation ou une confession, s'il s'adressait à elle, ou à lui-même, ou à la solitude qu'ils habitaient tous les deux, et elle était incertaine, désespérément incertaine, si elle osait croire que c'était une invitation, une main tendue à travers la distance qu'il maintenait si soigneusement. Ce soir-là, au dîner, assise loin en bas de la table, parmi les autres invités de moindre importance, tandis que Sébastien présidait à son extrémité avec la courtoisie distante qui était sa manière publique. Elle sentit son regard sur elle et leva les yeux pour le trouver en train de l'observer à travers la lueur des bougies et les centres de table élaborés. Ses yeux sombres fixés sur son visage avec une intensité qui semblait dépouiller de toute prétention le rassemblement formel, et pendant un instant, la pièce disparut, le bavardage des autres invités s'estompant jusqu'à perdre tout sens, et quelque chose passa entre eux, une reconnaissance peut-être, ou une question, ou la reconnaissance d'un secret partagé que ni l'un ni l'autre ne pouvaient exprimer, mais que tous deux comprenaient. Elle vit sa main se resserrer sur son verre de vin, vit le muscle de sa mâchoire se contracter comme s'il retenait des mots qui voulaient désespérément être prononcés. Puis une des dames à côté de lui s'adressa à lui, et le moment fut brisé. Mais Éléanore resta tremblante sur sa chaise, son dîner intact, comprenant que ce qui avait commencé entre eux dans la bibliothèque n'était plus contenu par ces murs, que cela les suivait dans le monde extérieur, exigeant d'être reconnus, et elle était terrifiée et exaltée à la fois, sachant que le reconnaître serait tout risqué, sa sécurité fragile, son sanctuaire, son refuge soigneusement construit. Mais le nier devenait impossible, car comment pouvait-elle ne plus voir ce qu'elle avait vu dans ses yeux, ou ne plus sentir la façon dont son cœur répondait à sa présence, ou prétendre que le duc d'Ashworth était encore la figure froide et intimidante
qu'elle avait imaginé de loin, alors qu'elle connaissait maintenant la vérité, qui vivait sous ce contrôle prudent, la solitude qui correspondait à la sienne, la fin de connexion qui l'enterrait sous le devoir et la discipline, mais qui appelait quelque chose d'également enfoui en elle. Alors que l'automne cédait la place aux premiers murmures de l'hiver, l'atmosphère à Ashworth s'alourdit. Les autres invités, devenant agités avec le changement de saison, cherchant des divertissements qui les distrairaient des ombres qui s'allongeaient et du froid qui se glissait même dans les pièces les mieux chauffées. Et Éléanore se trouva de plus en plus assiégée par des invitations qu'elle ne voulait pas, des parties de cartes dans le salon, des pièces de théâtre amateurs, une excursion au village, qu'elle déclina toutes avec des excuses qui s'amincissaient à chaque répétition, jusqu'à ce qu'il devienne évident pour tout le monde que Lady Hartwell préférait la solitude de la bibliothèque à la compagnie de ses pairs. Elle se moquait de ce qu'ils pensaient, ces gens qui lui souriaient en face, tout en chuchotant sur sa situation derrière des mains gantées. Mais elle prit conscience que Sébastien avait commencé à intervenir en sa faveur, détournant les invitations les plus insistantes, avec une autorité tranquille, qui ne souffrait aucune discussion, mentionnant de sa manière prudente que Lady Hartwell était engagée dans des recherches d'ordre savant, qu'elle ne devait pas être dérangée, et bien qu'il ne la regardât jamais directement lors de ses interventions, ne reconnut jamais ce qu'il faisait. Éléanore sentit sa protection comme une cape sur ses épaules, réchauffant quelque chose en elle qui avait été froid depuis si longtemps. C'est un soir où le vent hurlait contre les fenêtres et où les invités s'étaient rassemblés dans le salon pour une partie de whist que le baron Wickham, un homme dont la réputation le précédait de la pire des manières, accula Éléanore dans le couloir à l'extérieur du salon de musique, où elle avait tenté de passer inaperçue pour rejoindre la sécurité de ses appartements. « Lady Hartwell, » dit-il, son sourire huileux à la lumière des lampes, sa corpulence bloquant son chemin d'une manière qui fit s'emballer son cœur d'une peur ancienne et familière. « Quelle chance de vous trouver seule, j'espérais avoir un mot en privé avec vous. » Elle murmura quelque chose sur le fait de se retirer pour la nuit, tenta de le contourner, mais il se déplaça pour l'empêcher de passer, et son sourire s'élargit. « Je comprends que votre défunt mari vous a laissé dans des circonstances plutôt malheureuses, » continua-t-il, sa voix baissant à un ton qui lui donna la chair de poule. « Des dettes, me dit-on, des dettes assez substantielles, et il me vient à l'esprit qu'une femme dans votre position pourrait être ouverte à un arrangement mutuellement bénéfique, vous comprenez. Vous êtes encore assez jeune pour être plaisante, et je me trouve avoir besoin de compagnie d'un certain genre, le genre discret, et je serai généreux, très généreux en effet, plus généreux que vous ne le trouverez probablement ailleurs étant donné votre réputation. » Les mots la frappèrent comme des coups, chacun lui arrachant une autre couche de la dignité qu'elle s'était tant battue pour maintenir, la réduisant exactement à ce qu'elle craignait que le monde voie en la regardant. Une femme de vertu douteuse, une marchandise endommagée, quelqu'un dont la pauvreté la rendait vulnérable à des propositions qu'aucune dame respectable ne devrait jamais avoir à entendre. Et pendant un instant, elle ne put respirer, ne put penser, put seulement rester figée, alors que la signification des propos du baron devenait horriblement claire. « Je dois y aller, » réussit-elle à dire, sa voix à peine plus qu'un murmure, et cette fois, lorsqu'elle se déplaça pour le dépasser, il la laissa faire, mais son rire la suivit dans le couloir, bas et entendu, et elle s'enfuit, sa seule pensée étant d'atteindre la bibliothèque, son sanctuaire, le seul endroit dans cette maison où elle se sentait en sécurité. Mais lorsqu'elle atteignit la lourde porte en chêne et essaya la poignée, celle-ci ne tourna pas, verrouillée pour la première fois depuis qu'elle y avait commencé son refuge, et elle resta dans le couloir obscurci, la main sur le laiton froid, retenant ses larmes,
seul, avec les mots du baron résonnant dans son esprit et aucun refuge disponible, ignorant que dans l'ombre, au fond du couloir, Sébastien se tenait là, observant, le visage rigide d'une fureur qui l'aurait terrifié si elle l'avait vu, les mains serrées en poing à ses côtés, ayant tout vu, ayant tout entendu, et calculant déjà exactement ce qu'il ferait du baron Wickham au matin. Le matin arriva, pâle et froid, l'hiver s'annonçant par le givre qui dessinait des motifs sur les fenêtres et le souffle qui formait un nuage dans les couloirs malgré les feux. Brûlant dans chaque cheminée, et Éléanore descendit pour le petit déjeuner avec son sang-froid soigneusement reconstitué, déterminée à ce que personne ne voie, à quel point les mots du baron Wickham l'avaient ébranlée, à quel point elle avait été sur le point de se briser entièrement dans ce couloir sombre devant la bibliothèque verrouillée. Mais en entrant dans la salle du petit-déjeuner, elle trouva l'atmosphère étrange, feutrée, les autres invités parlant à voix basse et se taisant à son apparition. Et ce fut Lady Pemberton, l'une des matrones les plus bienveillantes, qui se pencha vers Éléanore alors qu'elle prenait place, et lui murmura que le baron Wickham était parti avant l'aube, convoqué d'urgence par le duc lui-même, et prié, bien que la prière ait apparemment été plus un ordre qu'une requête, de quitter Ashworth immédiatement, et bien qu'aucune raison n'ait été donnée publiquement, le personnel rapporta que le ton de sa grâce n'avait laissé aucune place à la discussion ou au retard. Les mains d'Éléanore tremblèrent en attrapant sa tasse de thé, comprenant immédiatement ce qui s'était passé, ce que Sébastien avait fait pour elle bien qu'il ne lui ait rien dit, et ne dirait probablement rien, sa protection aussi silencieuse que tout le reste entre eux, et elle sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, un mur de forteresse s'effondrant, car personne ne l'avait jamais défendue auparavant, ni son père qui l'avait vendue pour régler ses dettes, ni son mari qui l'avait simplement vue comme un bien à utiliser et à jeter, ni la société qui la jugeait pour des circonstances indépendantes de sa volonté, mais Sébastien, le duc que tout le monde disait froid et cruel, avait vu sa détresse et avait agi sans hésitation, sans chercher de gratitude ou de reconnaissance, simplement parce que c'était la bonne chose à faire, parce qu'elle comptait pour lui d'une manière qu'aucun d'eux n'avait exprimée à voix haute. Elle se rendit à la bibliothèque dès qu'elle put s'échapper de la salle du petit-déjeuner, ayant plus que jamais besoin du sanctuaire de ses murs, et y trouva Sébastien déjà là, debout à la fenêtre, le dos tourné à la porte, sa posture rigide d'une émotion qu'elle ne pouvait nommer, et quand il se tourna au son de son entrée, son visage était soigneusement neutre, mais ses yeux le trahirent, sombres d'inquiétude et de quelque chose de plus féroce, quelque chose qui lui coupa le souffle. « Lady Hartwell, dit-il, formelle comme toujours, mais elle entendit la question sous-jacente, la vérification pour voir si elle allait bien, et elle voulut le remercier, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge, trop grands et trop révélateurs. Alors elle se contenta de hocher la tête et de se diriger vers son fauteuil habituel, et il la regarda pendant un long moment avant de reporter son attention sur la fenêtre, et ils restèrent assis en silence, ensemble, un silence qui ressemblait moins à de la distance qu'à de la compréhension, comme le calme qui existe entre deux personnes qui n'ont plus besoin de mots pour communiquer. L'hiver s'intensifia autour d'eux dans les jours qui suivirent, la première neige tombant un après-midi gris alors qu'Éléanore lisait et que Sébastien travaillait à son bureau. Et elle se sentit attirée par la fenêtre, regardant les flocons transformer le paysage en quelque chose de pur et d'irréel. Puis elle le vit. Sébastien, enveloppé dans un lourd manteau, marchant seul à travers le domaine, sa silhouette sombre
tranchant sur l'accumulation blanche, se déplaçant dans le jardin enneigé, avec une solitude si complète qu'elle lui fit mal au cœur. Elle comprit alors, en l'observant à travers une vitre qui aurait aussi bien pu être un mur entre des mondes différents, qu'il était aussi isolé qu'elle, que sa froideur n'était pas de la cruauté mais de la protection, qu'il avait construit sa forteresse tout comme elle avait construit la sienne, et à cet instant, elle prit une décision qui la terrifia et l'exalta à parts égales. Elle irait vers lui, risquerait la sécurité de son sanctuaire pour combler la distance entre eux, oserait espérer que peut-être deux personnes se cachant du monde pourraient trouver l'une en l'autre une raison d'arrêter de se cacher, d'entrer ensemble dans la lumière, d'être assez courageuse pour être vues. Le courage d'Éléanore se manifesta d'abord par un tremblement dans ses mains, alors qu'elle se tenait dans le bureau de Sébastien l'après-midi suivant, le livre de poésie serré contre sa poitrine comme une armure, sachant qu'il était parti à cheval et ne reviendrait pas avant des heures, lui laissant le temps de laisser cette offrande et de fuir avant de perdre entièrement son sang-froid. Elle avait choisi le volume avec soin, une collection de poètes métaphysiques, la reliure en cuir usé, suggérant qu'il avait été lu de nombreuses fois par des propriétaires précédents, qui avaient également cherché un sens dans des vers sur la transformation et l'espoir. Et elle avait marqué un unique passage avec un bout de papier, des vers de Henry Vaughan sur la découverte de la lumière dans les ténèbres les plus profondes, sur le fait que « il y a en Dieu, disent certains, une obscurité profonde mais éblouissante ». Et bien que ses mains tremblassent en plaçant le livre sur son bureau, précisément centré pour qu'il ne puisse le manquer, elle sentit la justesse du geste, cette main tendue à travers la littérature, parce qu'aucun d'eux ne semblait capable de le faire par la parole. Puis elle s'enfuit, le cœur battant à tout rompre, et les jours qui suivirent furent une torture, chaque matin arrivant à la bibliothèque, pour ne trouver aucune réponse, aucune reconnaissance, jusqu'à ce qu'elle commence à craindre d'avoir franchi une limite invisible, d'avoir trop présumé, d'avoir révélé trop clairement les sentiments qu'elle commençait à peine à s'avouer. Et elle se dit qu'elle avait été stupide, qu'un duc et une veuve sans le sou ne pourraient jamais être plus que des étrangers cordiaux partageant un espace dans une bibliothèque, qu'elle avait pris sa gentillesse pour quelque chose de plus profond, alors que ce n'était que la courtoisie que tout gentleman étendrait à une invitée dans sa maison. Mais le 4e jour, en s'installant dans son fauteuil habituel, elle trouva un livre qui l'attendait, non pas dans ses mains, mais placé délibérément sur la petite table à côté de son siège, où elle ne pouvait manquer de le remarquer, et son souffle se coupa en reconnaissant un livre qu'elle n'avait jamais vu auparavant, une collection de sonnettes de divers poètes, et lorsqu'elle l'ouvrit avec des doigts tremblants, elle trouva un passage marqué de la main de Shakespeare, le sonnet 116 sur l'amour qui regarde les tempêtes et n'est jamais ébranlé, sur l'amour comme un phare toujours fixe. Et elle resta assise à fixer les mots jusqu'à ce qu'ils se brouillent devant ses yeux, comprenant que Sébastien lui répondait, lui parlant dans le seul langage qui leur semblait sûr à tous les deux, et à partir de ce jour, leur conversation silencieuse, à travers la littérature, continua. Chaque livre, une révélation. Chaque passage marquait une confession qu'ils avaient trop peur de formuler à voix haute. Elle lui laissa Keats sur la beauté et la vérité, et il répondit avec Donne sur les âmes qui parlent sans mots. Elle lui offrit Wordsworth sur la tranquillité remémorée, et il comptera avec Blake sur le courage de forger son propre chemin. Elle lui donna des métaphores, et il lui retourna des déclarations à peine déguisées en vers, et pendant ce temps,
le personnel de la maison commença à remarquer que sa grâce semblait différent, plus léger en quelque sorte, qu'il souriait maintenant quand il pensait que personne ne le regardait, et son vieux régisseur fit remarquer à la gouvernante qu'il servait le duc depuis que sa grâce était un garçon, et ne l'avait jamais vu aussi presque content, aussi presque heureux, comme si un fardeau qu'il avait porté pendant des années s'allégeait enfin. Eleanor savait qu'elle tombait amoureuse, était peut-être déjà tombée, au-delà de tout espoir de se sauver, mais elle se rappelait sévèrement la réalité chaque nuit, alors qu'elle gisait dans son lit, incapable de dormir à force de penser à lui. Elle était une veuve dont le mari ne lui avait laissé que des dettes et de la honte. Elle n'avait ni fortune ni avenir. Elle vivait de la charité du duc et devrait partir un jour, car elle ne pouvait pas s'imposer éternellement. Et Sébastien était un duc, lié par le devoir et les attentes à faire un bon mariage, à choisir une femme dont la lignée et la dot rehausseraient sa position, plutôt que de la diminuer, et aucune quantité de poésie échangée en secret ne pouvait changer l'impossibilité fondamentale de leur situation, le gouffre entre leurs circonstances qui ne pouvait être comblé par le seul sentiment, aussi profond que ce sentiment puisse être. L'hiver s'intensifia autour d'Ashworth, avec un silence qui semblait presque sacré, la neige tombant régulièrement, jusqu'à ce que le monde au-delà des fenêtres du domaine devienne une étude en blanc et gris, et à l'approche de la saison de Noël, les invités commencèrent à partir un par un, retournant dans leurs propres familles et domaines, jusqu'à ce qu'Eleanor se retrouve parmi une poignée de personnes restantes, et elle savait qu'elle devrait partir aussi, trouver un parent éloigné, prêt à l'héberger, ou peut-être accepter un poste de dame de compagnie auprès d'une vieille dame, n'importe quoi, plutôt que de continuer à s'imposer à l'hospitalité du duc, alors qu'elle n'avait nulle part où aller et aucun moyen de lui rendre sa générosité. Mais Sébastien, lorsqu'elle mentionna timidement son départ, l'avait regardée avec une expression qu'elle ne put tout à fait déchiffrer et avait dit simplement « Vous êtes la bienvenue pour rester aussi longtemps que vous le souhaitez, Lady Hartwell. Ceci est votre maison pour la saison. » Et bien que les mots fussent formels, son ton portait quelque chose de plus profond, quelque chose qui lui serra le cœur d'espoir et de peur à parts égales. Et ainsi elle resta, se disant que ce n'était que jusqu'après Noël, seulement jusqu'à ce que le temps s'améliore, seulement jusqu'à ce qu'elle puisse supporter de quitter la bibliothèque et l'homme qui la hantait aussi sûrement qu'elle. Le soir arriva de manière inattendue, comme le font souvent les transformations, survenant un jour ordinaire, qui n'avait donné aucun avertissement qu'il changerait tout. Eleanor était seule dans la bibliothèque, alors que l'obscurité tombait tôt comme elle le faisait, au cœur de l'hiver, le feu brûlant bas et projetant des ombres dansantes sur les étagères, et elle venait de se lever pour ajouter une autre bûche quand elle entendit la porte s'ouvrir et se retourna pour trouver Sébastien qui entrait. Et quelque chose dans son allure était différent, son contrôle rigide habituel légèrement relâché. Et elle réalisa qu'il avait bu, pas à l'excès mais assez pour abaisser les murs qu'il maintenait si soigneusement entre eux. « Lady Hartwell » dit-il, et sa voix était plus rauque que d'habitude, portant une aspérité qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. « Eleanor, pourquoi vous cachez-vous ici ?» La franchise de la question, l'utilisation de son prénom, la figèrent sur place, et elle sentit ses dérobades habituelles monter automatiquement à ses lèvres. Un commentaire léger sur son amour des livres, sur la paix de la bibliothèque, sur son besoin de calme. Mais il traversa la pièce vers elle, et elle vit dans ses yeux qu'il n'accepterait aucune évasion ce soir, que quelque chose s'était brisé en lui ou avait percé, et il demanda à nouveau, plus doucement cette fois, « Pourquoi vous cachez-vous » Et la douceur de son ton, si en désaccord avec sa redoutable réputation, la désarma complètement. Elle essaya de dévier, de détourner la question,
mais il persista avec une patience qui était en quelque sorte plus dévastatrice qu'une exigence ne l'aurait été, se tenant assez près pour qu'elle puisse voir les éclats d'ambre dans ses yeux sombres, sentir l'odeur de whisky sur son souffle mêlé à l'odeur de cèdre et de fumée qui s'accrochait à lui, et finalement, la voix brisée, les mots sortirent en cascade. La vérité qu'elle avait si soigneusement gardée, la honte qu'elle avait portée seule. Son mariage avait été arrangé pour régler les dettes de jeu de son père. Elle avait été essentiellement vendue, donnée à un homme de 30 ans, son aîné, qui avait voulu une jeune épouse, à exposer, utiliser et jeter, qui n'avait été ni gentil ni cruel, mais simplement indifférent, qui ne lui avait rien laissé à sa mort, sauf des dettes, et le mépris d'une société qui la blâmait pour ses échecs, qui chuchotait qu'elle devait avoir été avide ou manipulatrice, ou pire, pour s'être mariée bien au-dessus de sa condition. Et elle n'avait nulle part où aller, et personne pour la défendre. Et elle était si fatiguée, si infiniment fatiguée, d'être jugée pour des circonstances indépendantes de sa volonté, d'être vue comme quelque chose qu'elle n'était pas, de se cacher parce que le monde était trop dur et trop prompt à condamner. Sébastien écouta sans l'interrompre, le visage grave à la lueur du feu, et quand elle eut fini, sa voix à peine un murmure, des larmes coulant sur son visage, bien qu'elle essayât désespérément de les contenir. Il s'approcha encore et dit avec une conviction absolue : « Vous n'êtes pas ce qu'ils disent que vous êtes. » Et dans ces 8 mots, Éléanore sentit quelque chose dans sa poitrine se fendre, sentit la première vraie chaleur qu'elle avait connue depuis des années s'infiltrer dans les endroits gelés de son cœur, sentit le début de l'espoir que peut-être, incroyablement, elle pourrait être vue non pas comme le monde la voyait, mais comme elle était vraiment. La crise arriva 3 jours avant Noël sous la forme de la duchesse douairière d'Ashworth, la mère de Sébastien, dont le carrosse remonta l'allée enneigée avec une assurance qui témoignait de décennies passées à exercer le pouvoir social, et Éléanore, observant depuis la fenêtre de la bibliothèque les laquais se précipiter pour s'occuper de l'arrivée inattendue, sentit son bref moment d'espoir se cristalliser en glace dans sa poitrine, comprenant instinctivement que quelle que soit la fragile entente qu'elle et Sébastien avaient atteinte la veille, elle était sur le point d'être mise à l'épreuve d'une manière à laquelle aucun d'eux n'était préparé. La douairière était redoutable de la manière dont seules les femmes de sa génération et de son rang pouvaient l'être. De l'acier enveloppé de soie, de la cruauté déguisée en sollicitude. Et elle avait amené avec elle une jeune femme qu'Eléanore reconnut instantanément comme étant Lady Penelope Weatherby, fille d'un comte, possédant à la fois une lignée impeccable et une dot substantielle, exactement le genre de parti que la mère d'un duc orchestrerait pour son fils. Et Éléanore resta figée à la fenêtre, tandis que Sébastien sortait des écuries pour les accueillir, regarda la douairière présenter Lady Pénélope avec un geste qui suggérait une possession déjà établie, et même, de cette distance, Éléanore pouvait voir la tension dans les épaules de Sébastien, le vide prudent de son expression qui, elle l'avait appris, signifiait qu'il exerçait un contrôle de fer sur une émotion puissante. Elle ne descendit pas pour saluer les arrivantes, sachant, sans qu'on le lui dise, que sa présence ne serait pas la bienvenue. Et en effet, lorsque la maisonnée se rassembla pour le thé cet après-midi-là, les yeux de la douairière passèrent sur Éléanore, avec le genre de froideur dédaigneuse qui exigeait plus d'effort que la simple ignorance. C'était un effacement délibéré, une coupe conçue pour blesser. Et lorsqu'Éléanore fut présentée comme Lady Hartwell, une veuve qui avait été invitée pour la saison, le sourire de la douairière ne fut que dents
et sans chaleur, lorsqu'elle dit « Quelle charité de votre part, Sébastien, d'ouvrir votre maison à ceux qui se trouvent dans des circonstances malheureuses. » Le mot « malheureuse » prononcé avec une précision chirurgicale pour faire saigner, et Éléanore sentit son visage s'échauffer de honte, même en maintenant son sang-froid, des années d'entraînement mondain lui permettant de sourire et de murmurer des amabilités appropriées, tout en mourant à l'intérieur. Lady Pénélope elle-même semblait assez gentille, bien qu'un peu fade, parlant avec entrain de la société londonienne et de la saison à venir, n'ayant manifestement aucune idée qu'elle était manœuvrée dans un mariage, et la douairière dominait la conversation en parlant de lignée et de devoir, de maintien de sa position, des responsabilités qui accompagnaient le fait d'être un duc, et chaque mot était visé comme une flèche sur Éléanore, lui rappelant, sans le dire directement, qu'elle était un cas de charité, une femme aux circonstances douteuses, quelqu'un qui n'avait rien à offrir à un homme du rang de Sébastien, sauf peut-être un scandale et un déclassement social. Sébastien dit peu de choses, la mâchoire crispée, ses mains agrippant sa tasse de thé avec une force telle qu'Éléanore craignit qu'elle ne se brise. Mais il ne contredit pas sa mère, ne défendit pas Éléanore, et elle comprit avec une certitude grandissante que tout ce qui s'était passé entre eux dans la bibliothèque n'avait été qu'une belle aberration, un moment volé à la réalité qui ne pouvait survivre à la dure lumière du devoir et des attentes, et qu'elle était une sotte d'avoir espéré autre chose, une sotte d'avoir révélé son cœur à un homme qui ne pourrait jamais vraiment la choisir, au détriment du poids de ses obligations. Ce soir-là, elle commença à faire des plans pour partir, rédigeant mentalement des lettres à des parents éloignés, calculant combien de temps ses maigres économies la soutiendraient, essayant de déterminer où en Angleterre elle pourrait aller, où personne ne connaissait son histoire, et où elle pourrait peut-être trouver la paix dans l'obscurité. Et elle se dit fermement qu'elle avait été stupide d'espérer, qu'elle avait su dès le début l'impossibilité de sa situation, qu'elle devrait être reconnaissante pour les mois de sanctuaire que le duc lui avait fournis plutôt qu'amère de la faim, qu'elle aurait dû anticiper depuis le début. Mais savoir tout cela ne faisait rien pour apaiser la douleur dans sa poitrine, le sentiment que quelque chose de précieux lui avait été offert puis arraché, avant qu'elle ne puisse pleinement le saisir, la laissant plus démunie que si elle n'avait jamais entrevu cette possibilité. Éléanore évita la bibliothèque pendant 3 jours, se disant que c'était la seule ligne de conduite sensée, la seule façon de protéger ce qui restait de sa dignité, et elle resta dans ses appartements autant que les convenances le permettaient, prétextant une migraine lorsqu'on l'invitait à se joindre aux autres invités pour des activités, observant depuis sa fenêtre la douairière orchestrer ce qui semblait être une cour entre Sébastien et Lady Pénélope, les deux se promenant dans les jardins enneigés avec la douairière, les suivant à une distance prudente, assez proche pour chaperonner, mais assez loin pour suggérer l'intimité. Et Éléanore se força à détourner le regard, à accepter ce qu'elle aurait dû savoir depuis le début, que la bibliothèque avait été un sanctuaire et rien de plus, que quelle que soit l'entente qu'elle et Sébastien avaient atteinte, elle ne pouvait survivre au poids de ses obligations, que les ducs n'épousaient pas les veuves sans le sou, peu importe les mots tendres prononcés à la lueur du feu. Le 3e jour, alors que le crépuscule hivernal tombait tôt et froid sur le domaine, Éléanore trouva un mot glissé sous sa porte, l'écriture douloureusement familière des livres qu'ils avaient échangés. « Vous manquez à la bibliothèque. S. » Elle resta debout, tenant le papier jusqu'à ce que ses mains tremblent, lisant ces 5 mots encore et encore, cherchant un sens caché, une indication de ce qu'il voulait d'elle, si c'était de la gentillesse ou de la cruauté, une invitation ou un adieu, mais les mots ne révélaient rien au-delà de leur surface,
et elle ne put se résoudre à répondre, ne put supporter de retourner dans cet espace devenu si précieux seulement pour le voir transformé en un lieu où il courtisait une autre femme, où la future duchesse d'Ashworth serait exposée et approuvée par sa redoutable mère. Ce soir-là, au dîner, la douairière fut particulièrement expansive, dominant la conversation en parlant de la saison à venir, de bals et de présentations, puis, au moment du dessert, elle fit son annonce avec la satisfaction d'un général revendiquant la victoire. Des plans étaient en cours pour un bal après Noël, une célébration de l'entente qui avait été conclue entre son fils et Lady Pénélope. Rien de formel pour l'instant, bien sûr, mais ce n'était qu'une question de temps avant des fiançailles officielles. Et n'était-ce pas merveilleux que Sébastien ait enfin accepté son devoir envers son nom et sa position? Éléanore garda les yeux sur son assiette, se forçant à ne rien montrer, à être l'image parfaite d'un désintérêt poli. Mais elle sentait le regard de Sébastien sur son visage, sentait la tension qui émanait de lui à la tête de la table, et quand elle osa enfin jeter un coup d'œil dans sa direction, elle vit que son visage restait impassible, comme du marbre, mais que ses mains étaient ainsi crispées sur sa fourchette et son couteau, que ses jointures étaient devenues blanches, et Lady Pénélope semblait confuse et mal à l'aise, ouvrant la bouche comme pour parler avant de se raviser, et la douairière continuait de parler comme si elle avait orchestré quelque chose de magnifique plutôt que de détruire quelque chose de précieux. Après le dîner, Éléanore s'enfuit, contournant le salon où les dames se rassemblaient, ignorant les regards appuyés et les commentaires chuchotés, montant les escaliers vers sa chambre avec l'intention de faire ses bagages, de partir à la première lueur, quel que soit le temps ou la destination. Mais en passant devant le couloir qui menait à la bibliothèque, elle sentit ses pas l'y porter à la place, attirée par un besoin qu'elle ne pouvait articuler, un désir de dire au revoir à l'endroit qui l'avait abritée, au sanctuaire où elle avait, pour un bref et beau moment, cru qu'elle pourrait être autorisée à cesser de se cacher et simplement être vue. Éléanore entra dans la bibliothèque dans l'obscurité, ne portant qu'une seule bougie dont la flamme vacillait à chaque pas, projetant des ombres qui dansaient sur les étagères familières comme les fantômes de toutes les heures qu'elle avait passées ici. Et elle ne prit pas la peine d'allumer les lampes, car cela devait être un adieu, et les adieux doivent se faire dans la pénombre, dans la douce obscurité qui rend de telles choses supportables. Elle se déplaça dans l'espace comme on se déplace dans une cathédrale, avec révérence et chagrin, passant ses doigts sur le dos des livres qui étaient devenus des amis, touchant le fauteuil où elle avait passé tant de matinées perdues dans d'autres mondes, s'arrêtant à la fenêtre où elle avait pour la première fois observé Sébastien marchant seul dans la neige et reconnu en lui une solitude qui reflétait la sienne. Et elle murmura au revoir à la pièce elle-même, au sanctuaire qui l'avait abritée quand elle n'avait nulle part où se cacher, à l'endroit où elle s'était, contre toute sagesse et toute autoprotection, autorisée à espérer quelque chose de plus que la simple survie. L'odeur de cuir et de cire d'abeille qui lui était devenue aussi familière que sa respiration semblait plus poignante ce soir, chaque détail sensoriel la blessant avec le tranchant de la perte. Et elle se dit fermement qu'elle avait été reconnaissante pour ce refuge, qu'elle porterait le souvenir de ces mois comme un trésor, même en retournant à l'avenir incertain qui attendait une veuve sans le sou, sans relation et au nom terni. Et elle était si perdue dans son adieu silencieux qu'elle n'entendit pas la porte s'ouvrir derrière elle, n'entendit pas le léger clic de la serrure qui tournait, ne sentit pas une autre présence dans la pièce jusqu'à ce que la voix de Sébastien vienne de l'obscurité, basse et rauque d'une émotion qu'elle ne pouvait nommer. « Alliez-vous partir sans dire au revoir »
Elle se retourna si rapidement que sa bougie faillit s'éteindre, son cœur bondissant dans sa gorge. Et il était là, debout près de la porte, ses épaules bloquant le peu de lumière qui venait du couloir, et même dans l'obscurité, elle put voir qu'il tenait quelque chose dans sa main. La clé, réalisa-t-elle, la clé de la bibliothèque. Et son expression était illisible, tout en plan et en ombre, dangereux et beau, et entièrement concentré sur son visage. « Votre grâce » réussit-elle à dire, sa voix à peine plus qu'un murmure, son esprit cherchant des explications et des excuses, n'importe quoi pour maintenir la dignité qu'il lui restait si peu. « Je ne m'attendais pas. Je pensais que vous seriez... » Mais elle ne put finir la phrase, ne put prononcer les mots avec Lady Pénélope, car ils révéleraient trop de la douleur qu'elle essayait si désespérément de dissimuler. Il bougea alors, non pas vers elle, mais sur le côté, vers l'une des lampes de la bibliothèque, et l'alluma avec une précision méthodique, ses mouvements contrôlés, mais transmettant d'une manière ou d'une autre une tension étroitement contenue. Et alors qu'une lumière chaude remplissait l'espace entre eux, elle vit son visage clairement, et ce qu'elle y lut lui coupa le souffle. Ce n'était pas le duc impassible qui avait assisté au dîner pendant que sa mère planifiait son avenir. Ce n'était pas le gentleman prudent qui avait maintenu une distance si scrupuleuse pendant des mois. C'était quelque chose de complètement différent, quelque chose de brut et de décidé et de légèrement sauvage. Personne ne nous dérangera. Maintenant, dit-il, levant la clé avant de la glisser dans sa poche, et ses yeux ne quittèrent jamais les siens, sombres et intenses et remplis d'une intention qu'elle ne pouvait interpréter, mais qui fit s'emballer son pouls, la rendant aiguement consciente qu'ils étaient seuls, vraiment seuls, enfermés loin de la maisonnée, et de toutes ses attentes et jugements, et la confrontation qu'elle avait évitée, la conversation qu'elle ne pouvait supporter d'avoir, était finalement, inévitablement, arrivée. « Pourquoi m'avez-vous évité ?» La voix de Sébastien trancha l'espace entre eux, basse et bordée de quelque chose qui aurait pu être de la colère ou de la peine, ou les deux. Et Éléanore sentit son sang-froid, soigneusement construit, commencer à se fissurer sous le poids de cette question, sous l'intensité de son regard qui semblait percer chaque défense qu'elle avait érigée au cours des 3 derniers jours. « Je n'ai pas, » commença-t-elle, mais il bougea alors, faisant 3 pas rapides vers elle avant de s'arrêter, comme pour se retenir, comme si le contrôle pour lequel il était célèbre lui coûtait cher à cet instant. « Ne me servez pas, » dit-il, et sa voix était maintenant rauque, dépouillée de sa cadence mesurée habituelle. « Ne me servez pas d'évasion polie, Éléanore, pas ici, pas dans cette pièce, où nous avons été plus honnêtes l'un envers l'autre que nous ne l'avons jamais été avec le monde. » Elle prit une inspiration tremblante, essayant de trouver un terrain solide, essayant de se souvenir de toutes les raisons pour lesquelles elle avait résolu de maintenir la distance. « Votre entente avec Lady Pénélope, » réussit-elle à dire, forçant les mots à passer la boule dans sa gorge. « Il ne serait pas approprié pour moi de... » « Il n'y a aucune entente, » interrompit-il, et maintenant il y avait définitivement de la colère dans sa voix, vive et nette comme une lame. « Il n'y a rien entre moi et Lady Pénélope, sauf la présomption de ma mère et ses maudites manigances. » Éléonore le fixa, voulant désespérément le croire, mais craignant son propre espoir, craignant de mal comprendre, et il dut voir une partie de cette peur sur son visage, car son expression s'adoucit légèrement, même si ses mains se crispèrent à ses côtés. « J'ai passé des mois, » dit-il, se rapprochant encore, sa voix baissant à un ton presque confessionnel.
à essayer d'être le gentleman que je pensais que vous méritiez, respectueux, patient, convenable. Maintenant, la distance même quand chaque instinct exigeait que je la comble, parlant avec des formalités prudentes quand je voulais vous dire des vérités que je n'ai dites à personne. Il s'arrêta à une longueur de bras, assez près maintenant pour qu'elle puisse voir la fine tension dans sa mâchoire, la façon dont sa respiration était devenue légèrement irrégulière. « Je voulais être altruiste, » continua-t-il. « Vous donner du temps, vous laisser choisir librement sans que le poids de ma position ou de mon désir ne vous influence. Mais je découvre que je ne suis pas aussi noble que je le prétendais, Éléanore, car ce que je veux, c'est être égoïste. » Les mots restèrent suspendus entre eux, dangereux et excitants, et Éléanore sentit son cœur battre si fort qu'elle pensa qu'il devait sûrement l'entendre. « Vous hantez cette bibliothèque, » dit Sébastien, sa voix devenue maintenant silencieuse, intime, le ton qu'il pourrait utiliser pour une confession ou une prière. « Vous me hantez, et je découvre que je ne peux pas, je ne veux pas, rester les bras croisés pendant que vous disparaissez de ma vie, comme si ces mois n'avaient rien signifié, comme si je n'étais pas venu à dépendre de votre présence, comme je dépends de la respiration. » Elle tremblait maintenant, les mains jointes pour les maintenir stables, son esprit parcourant ces mots et y trouvant une réponse à des questions qu'elle n'avait pas osé poser. « Pourquoi avez-vous fermé la porte à clé ?» murmura-t-elle, et quelque chose s'enflamma dans ses yeux, quelque chose qui lui coupa le souffle. « Parce que je suis fatigué d'être interrompu, » dit-il simplement, et fit un autre pas vers elle. « Parce que chaque conversation que nous avons eue a été écourtée par les convenances, le devoir ou les exigences des autres, parce que pour une fois, juste une fois, je voulais vous parler sans que le monde ne s'immisce. » Il marqua une pause, puis ajouta plus doucement, « Parce que j'avais peur que vous ne vous enfuyiez avant que je puisse vous dire ce que vous êtes devenu pour moi. » Sébastien prit une profonde inspiration qui semblait venir du plus profond de lui-même, d'un endroit où les vérités avaient été enfermées si longtemps qu'elles s'étaient presque calcifiées en silence, et quand il parla à nouveau, sa voix portait le poids de la confession, d'une histoire qu'il n'avait racontée à personne, parce que personne ne s'était soucié d'écouter, au-delà des rumeurs qui avaient façonné sa réputation. « Mes fiançailles, » commença-t-il, ses yeux ne quittant jamais les siens, bien qu'elle pût voir le coup de maintenir ce regard, n'ont pas pris fin parce que j'étais cruel, mais parce que j'ai refusé de me marier sans affection, sans au moins la possibilité de quelque chose de réel entre deux personnes qui passeraient leur vie ensemble. Il marqua une pause, sa mâchoire se crispant à ce souvenir douloureux. Lady Catherine était belle, accomplie, tout ce que la société jugeait approprié pour une duchesse, et elle s'attendait à ce que notre mariage soit un mariage de convenance et d'indifférence mutuelle, un arrangement qui lui donnerait un titre, et à moi un héritier, et rien de plus. Mais je ne pouvais pas. Sa voix s'érailla. Je ne pouvais pas supporter la pensée de ce vide, de cette prétention, et quand je lui ai dit que je souhaitais attendre pour voir si une véritable estime pouvait se développer entre nous, elle a été humiliée, furieuse que je remette en question ce qu'elle considérait comme un arrangement parfait. Éléanore écoutait, retenant à peine son souffle, la compréhension se faisant jour comme une lumière douloureuse. « Elle a répandu des rumeurs, » continua Sébastien, « a dit à la société que j'avais été froid avec elle, cruel de manière qu'elle laissait à l'imagination,
et j'aurais pu me défendre, j'aurais pu révéler sa vraie nature. Mais qu'est-ce que cela aurait accompli, sinon ruiner entièrement ses perspectives? Il secoua lentement la tête. Alors je me suis retiré, j'ai accepté le jugement de la société, j'ai choisi l'isolement plutôt qu'une bataille qui nous aurait détruits tous les deux. Et je me suis dit que c'était mieux ainsi, mieux d'être seul que de vivre un mensonge. Il fit un pas de plus vers Éléanore, sa voix baissante à un ton brut et intime. « Jusqu'à vous, dit-il simplement, jusqu'à ce que je vous trouve ici, vous cachant comme je me cachais, et que je commence à comprendre que l'isolement n'est pas la même chose que la paix, que se protéger de la douleur signifie aussi se fermer à tout le reste. » Ses yeux sondèrent en son visage avec une intensité qui la fit trembler. « Vous me voyez, dit-il, et les mots étaient presque étonnés, comme s'il ne pouvait toujours pas y croire. Pas le duc avec son titre, sa richesse et sa réputation, pas l'homme froid que la société a décidé que je suis, mais moi, Sébastien, l'homme qui lit de la poésie en secret, qui se tient aux fenêtres en regardant la neige tomber, et qui a été si seul pendant si longtemps qu'il avait presque oublié ce que c'était que la connexion. Éléanore sentit des larmes couler sur ses joues, sentit quelque chose s'ouvrir dans sa poitrine, tous les murs soigneusement construits s'effondrant sous le poids de son honnêteté et de son propre besoin désespéré de lui répondre. « Mon mariage » murmura-t-elle, sa voix tremblante mais assez stable pour porter la vérité, a été arrangé pour couvrir les dettes de jeu de mon père, une transaction où j'étais le paiement de ses erreurs. Et mon mari n'était pas gentil, Sébastien, il n'était pas. Elle dut s'arrêter, respirer à travers les souvenirs qui avaient encore le pouvoir de blesser. Il était froid et méprisant, et a clairement fait savoir que j'étais une déception, un fardeau qu'il avait pris en charge pour l'argent que les créanciers de mon père lui avaient payé pour assumer les dettes en même temps que l'épouse. Elle vit les mains de Sébastien se crisper, vit la fureur traverser son visage en sa faveur, mais elle continua, ayant besoin qu'il sache tout. Sa mort m'a laissé libre, mais sans le sou, avec rien d'autre qu'un nom terni, et le jugement de la société, selon lequel j'avais dû être, faute d'une manière ou d'une autre, qu'une meilleure épouse aurait inspiré un meilleur traitement, et je me suis caché de ce jugement, du monde qui me regarde et ne voit que l'échec, la honte et une femme seule, sans protection ni avenir. Elle leva les yeux vers lui, le vit à travers le flou des larmes, et trouva son regard inébranlable, acceptant, plein de quelque chose qui aurait pu être de la tendresse ou de la rage, ou les deux. « Je vous vois aussi, » murmura-t-elle, les mots un vœu et une révélation. « Je vous vois, Sébastien, et vous n'êtes pas ce qu'ils disent que vous êtes. Vous n'êtes pas froid ou cruel, vous êtes attentionné et gentil, et si profondément bon que mon cœur en a mal. » La distance entre eux semblait à la fois vaste et inexistante. Un espace mesuré non pas en centimètres physiques, mais en années de solitude et de peur. Et quand Sébastien leva la main, lentement, lui donnant toute possibilité de reculer, Éléanore se découvrit incapable de bouger, de respirer, ne pouvant que regarder ses doigts marqués s'élever vers son visage avec une tendresse qui fit brûler ses yeux de nouvelles larmes. « Puis-je » demanda-t-il,
sa voix à peine plus qu'un murmure, et elle hocha la tête, car les mots l'avaient entièrement abandonnée, puis sa paume berça sa joue avec une telle révérence prudente qu'elle crut qu'elle pourrait se briser de la douceur de ce geste, du simple fait dévastateur que cet homme puissant demandait la permission de la toucher comme si elle était quelque chose de précieux plutôt que la veuve endommagée et endettée que la société avait rejetée. « Je ne suis pas un homme de poésie dans mes paroles, » dit Sébastien, son pouce essuyant une larme qui s'était échappée sur sa joue. « Seulement par écrit, et même là, j'ai du mal à trouver des mots adéquats à ce que je ressens, à ce que vous avez éveillé en moi ces derniers mois. » Eleanor tourna son visage dans sa paume, y déposant un baiser qui lui coupa le souffle de manière audible. « Vos actions ont été une poésie suffisante, » murmura-t-elle contre sa peau. « Chaque livre que vous m'avez laissé, chaque moment où vous vous êtes interposé entre moi et la cruauté de la société, chaque fois que vous m'avez regardé, comme si j'avais de l'importance. Sébastien, vous m'avez écrit des poèmes d'amour dans tout ce que vous faites. » Quelque chose se brisa alors dans son expression, une dernière retenue cédant, et il l'attira plus près, son autre main se posant à sa taille, l'attirant contre lui jusqu'à ce qu'elle puisse sentir les battements rapides de son cœur à travers les couches de tissu qui les séparaient. « Eleanor, » dit-il, puis son nom à nouveau, comme si c'était une prière ou une supplique, et elle se hissa sur la pointe des pieds, au même moment où il baissa la tête, et leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser qui commença tendre et hésitant, une question qu'il posait et à laquelle il répondait simultanément. La douceur ne dura qu'un instant avant que quelque chose de plus profond ne déferle entre eux, des années d'isolement cherchant la connexion, la solitude tendant la main à son miroir, deux personnes qui avaient appris à se protéger par la distance, découvrant soudain que la proximité pouvait être une sorte de salut en soi. Les mains d'Eleanor trouvèrent leur chemin jusqu'à ses épaules, puis dans ses cheveux, et Sébastien émit un son bas dans sa gorge qui était pur besoin, pur soulagement, ses bras se resserrant autour d'elle alors que le baiser s'approfondissait en quelque chose qui ressemblait à la fois à un retour à la maison et à un éveil. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux tremblants et essoufflés, Eleanor put se voir reflétée dans ses yeux, non pas comme le monde la voyait, mais comme lui la voyait, précieuse, désirée et digne d'être choisie, malgré tous les obstacles que la société pourrait placer sur leur chemin. « Restez, » dit Sébastien, sa voix rauque d'émotion, son front appuyé contre le sien. « Restez non pas comme mon invité, non pas comme une réfugiée dans ma bibliothèque, mais comme ma future duchesse, comme ma femme, comme la femme que je choisis par-dessus toutes les autres. » La peur vacilla dans la poitrine d'Eleanor, vieille et familière. « Votre mère, » commença-t-elle, mais il la fit taire d'un doigt sur ses lèvres. « Apprendra à l'accepter ou se trouvera malvenue dans notre maison, » dit-il fermement. Puis il prit ses deux mains dans les siennes, les tenant contre sa poitrine où elle pouvait sentir son cœur battre encore la chamade. « Et la société, leur jugement, le scandale, » tenta-t-elle à nouveau, car elle avait besoin qu'il comprenne ce qu'il sacrifierait, mais Sébastien secoua la tête, sa prise sur ses mains se resserrant. « Laissez-les parler, » dit-il, et il y avait de l'acier sous la tendresse de sa voix maintenant, la détermination d'un homme qui avait fait son choix et ne se laisserait pas influencer. « J'ai vécu assez longtemps dans leur silence, Eleanor. Je me suis exilé pour éviter leur censure. J'ai façonné toute ma vie autour de leur bonne opinion. Et qu'est-ce que cela m'a apporté, sinon le vide, la solitude et des années à prétendre ne rien ressentir. » Il porta ses mains à ses lèvres, baisant ses jointures une par une.
Je vous choisis, dit-il contre sa peau. Je nous choisis, et quelles que soient les conséquences, nous les affronterons ensemble. Et je vous jure que vous ne vous cacherez plus jamais, que vous ne vous excuserez plus jamais d'exister, que vous ne vous sentirez plus jamais moins que la femme remarquable que vous êtes. Le matin arriva avec un pâle soleil d'hiver qui ne fit que peu pour réchauffer le domaine couvert de givre, et Éléanore se réveilla dans sa chambre avec le souvenir du baiser de Sébastien encore brûlant sur ses lèvres et sa promesse « Je vous choisis » résonnant dans son esprit comme un vœu qui semblait trop précieux pour être réel, trop fragile pour survivre à la dure lumière du jour et à l'inévitable confrontation avec sa mère, la redoutable duchesse douairière dont la désapprobation avait été aussi froide et tranchante que le vent d'hiver. Éléanore s'habilla avec des mains tremblantes, incertaine si elle devait chercher Sébastien ou attendre qu'il vienne à elle, incertaine de tout, sauf du fait qu'elle l'aimait, et que cet amour, aussi nouveau et tendre soit-il, lui avait donné un courage qu'elle n'avait pas possédé auparavant, une volonté de se battre pour ce qu'ils avaient trouvé ensemble dans le sanctuaire de sa bibliothèque. Elle n'eut pas à attendre longtemps, la nouvelle se répandit dans la maisonnée avec l'efficacité particulière des domestiques qui observaient tout et jugeaient peu, et en milieu de matinée, Éléanore apprit de sa femme de chambre, une gentille fille nommée Mary, qui ne lui avait montré que de la douceur, que sa grâce avait demandé une audience privée avec la douairière dans son bureau, que des voix s'étaient élevées, que la confrontation que tout le monde avait senti monter avait finalement éclaté comme un orage. Éléanore ne fut pas présente pour la bataille, en fut délibérément exclue pendant que Sébastien faisait face à sa mère seule. Mais Mary lui apporta des détails plus tard, des récits chuchotés reconstitués à partir de ce que les laquais avaient entendu à travers la lourde porte en chêne. La douairière avait été furieuse, sa voix s'élevant d'indignation, alors qu'elle demandait comment Sébastien pouvait même envisager un mariage aussi inapproprié. Une veuve sans le sou, avec une réputation ternie et des dettes qui la suivaient comme des ombres, alors que Lady Pénélope était tout ce qu'une duchesse devrait être, bien née, riche, docile, appropriée. Les réponses de Sébastien avaient été plus calmes, mais inébranlables, chaque mot apparemment prononcé avec la précision froide d'un homme qui avait pris sa décision et ne se laisserait pas influencer par la manipulation ou la culpabilité maternelle, et lorsque la douairière avait menacé de ruine sociale, avait prédit que la société se retournerait contre eux deux, que son choix déshonorerait le nom de la famille, Sébastien aurait dit, avec un calme dévastateur, que Lady Eleanor Hartwell serait sa duchesse, que si sa mère ne pouvait l'accepter avec grâce et accueillir Eleanor comme sa fille, elle était libre de retourner à Londres et de se considérer comme n'étant plus la bienvenue à Ashworth. La maisonnée s'était apparemment tue après cette déclaration, les laquais échangeant des regards écarquillés tandis que la douairière, peu habituée à la défiance de son fils, avait balbutié des protestations qui tombèrent dans le vide, et en quelques heures, elle avait ordonné que ses affaires soient emballées, son carrosse préparé, ses arrangements de départ pris avec la fureur contenue d'une femme qui avait perdu une bataille qu'elle croyait déjà gagnée. « Lady Pénélope, » rapporta Mary avec quelque chose comme de l'admiration, avait demandé une audience privée avec la douairière et avait avoué qu'elle n'avait jamais voulu de ce mariage, qu'elle avait été soulagée lorsque Sébastien n'avait montré aucun intérêt à la courtiser, qu'elle souhaitait à sa grâce et à Lady Eleanor tout le bonheur possible, ce qui n'avait fait qu'enrager davantage la douairière qui partit en prédisant désastre et ruine. Son carrosse
disparaissant, sur l'allée couverte de givre, comme un sombre présage. Sébastien trouva Éléanore dans la bibliothèque cet après-midi-là, debout à la fenêtre, observant l'allée vide où le carrosse de sa mère avait disparu, et lorsqu'elle se tourna vers lui, elle vit de l'épuisement sur son visage, mais aussi de la paix, une légèreté qui suggérait un fardeau levé, et avant qu'elle ne puisse parler, il s'approcha d'elle et prit ses deux mains, lui racontant tout, ne retenant rien, et Éléanore se sentit submergée par le simple fait dévastateur qu'il l'avait choisi au détriment de l'approbation de sa mère, des attentes de la société, du chemin le plus facile. « Personne ne m'a jamais choisi, » murmura-t-elle, les mots se brisant, « ni par convenance, ni par devoir, ni pour quoi que ce soit, » et Sébastien la prit dans ses bras, la tenant alors qu'elle pleurait contre sa poitrine, et lorsque ses larmes se tarirent enfin, il prit son visage dans ses mains marquées et lui dit qu'il avait quelque chose à lui demander correctement, formellement, de la manière qu'elle méritait. Il plongea la main dans sa poche et en retira une bague. « La bague de sa grand-mère, » expliqua-t-il, « des saphirs et des diamants sertis dans de l'or, un héritage familial que sa mère serait furieuse de savoir qu'il offrait à Éléanore. » Et il s'agenouilla devant elle dans la bibliothèque où il s'était trouvé, entouré de livres et de lumière hivernale, et lui demanda d'être sa duchesse, sa femme, sa partenaire pour affronter tout ce que la société et le scandale pourraient leur apporter. La vision d'Éléanore se brouilla de nouvelles larmes tandis qu'elle disait oui, tandis qu'elle le sentait glisser la bague à son doigt, où elle se posa comme une promesse, comme une encre, comme la preuve qu'elle ne se cachait plus mais choisissait, qu'elle n'avait plus peur mais était aimée. Des mois plus tard, lorsque le printemps arriva et transforma le domaine gelé d'Ashworth en quelque chose de vivant, de couleur et de promesse, Éléanore se retrouva à naviguer dans sa propre transformation. De veuve cachée à future duchesse. Un voyage qui aurait été impossible sans la présence constante de Sébastien à ses côtés, sa main cherchant toujours la sienne lorsque le jugement de la société menaçait de submerger son courage. Les préparatifs du mariage se déroulèrent en mars et en avril, et Éléanore découvrit que le monde au-delà d'Ashworth n'était pas uniformément cruel. Une partie de la société méprisait effectivement leur union, chuchotant derrière les éventails à propos de la veuve sans le sou qui avait piégé un duc, mais d'autres, peut-être reconnaissant quelque chose de sincère dans la façon dont Sébastien regardait sa fiancée, ou peut-être simplement lassés des mariages sans amour faits pour la propriété et la position, s'attachèrent à eux avec un enthousiasme surprenant, et Éléanore apprit à distinguer ceux dont l'opinion importait de ceux dont la cruauté en révélait plus sur leur propre malheur que sur sa valeur. Sébastien la surprenait quotidiennement par la profondeur de son romantisme, une tendresse qu'il avait gardée cachée sous des années de contrôle prudent, mais qu'il exprimait maintenant avec une liberté croissante. Elle trouvait des mots d'amour glissés dans les livres de la bibliothèque, chacun contenant un vers de poésie, ou simplement son nom écrit de sa main distinctive, comme s'il avait besoin de s'exercer à la revendiquer, à rendre réel par la répétition ce qui semblait encore un rêve. Il l'emmenait à cheval à travers le domaine à l'aube, lorsque le monde était encore doux de brume et de possibilités, lui montrait les coins cachés d'Ashworth qu'il avait explorés pendant ses années d'isolement, un bosquet de chênes anciens où les jacinthes des bois tapissaient le sol au printemps, un ruisseau où il avait passé des après-midi d'enfance à essayer d'échapper aux attentes de son père, une colline d'où l'on pouvait voir 3 comtés et sentir à la fois le poids et la liberté de la terre, qui était sa responsabilité et son héritage. Éléanore s'épanouit sous son attention et sa protection, comme une plante gardée trop longtemps dans l'obscurité et finalement exposée à la lumière du soleil,
sa confiance grandissant non pas parce que Sébastien la faisait se sentir à l'abri du jugement du monde, mais parce qu'il la faisait se sentir digne de lutter contre lui, digne d'occuper de l'espace, de dire ce qu'elle pensait et de devenir le genre de duchesse dont on se souviendrait non pas pour sa naissance ou sa fortune, mais pour sa compassion et son courage. La bibliothèque resta leur sanctuaire privé, même alors que la maisonnée s'affairait aux préparatifs du mariage, un endroit où ils pouvaient se retirer des exigences de la société et être simplement Éléanore et Sébastien plutôt que Lady Hartwell et le duc. Et un matin de début avril, le mariage n'étant plus qu'à quelques jours, elle le trouva là, parmi les livres qui avaient été témoins de toute leur cour, et lui dit, les larmes aux yeux et l'émerveillement dans la voix, qu'elle n'avait jamais été aussi heureuse, qu'elle n'avait pas su qu'un tel bonheur était possible pour quelqu'un comme elle. Sébastien l'avait prise dans ses bras, l'avait tenue comme si elle était infiniment précieuse, et avait avoué d'une voix rauque d'émotion qu'il ressentait la même chose, qu'elle lui avait rendu non seulement le bonheur, mais l'espoir, non seulement l'amour, mais la conviction qu'ils le méritaient ensemble. Ils se marièrent dans la chapelle du domaine par un brillant après-midi d'avril, avec des fleurs de printemps, des jonquilles, des roses précoces et des branches de pommier en fleurs, remplissant le petit espace de parfums et de couleurs, et lorsque Sébastien souleva le voile d'Éléanore et vit des larmes couler sur son visage, il lui murmura qu'elle n'aurait plus jamais besoin de se cacher. Et elle lui répondit en chuchotant qu'elle n'avait aucune intention de se cacher alors qu'elle l'avait à ses côtés. Et leur baiser fut témoin de ceux qui les aimaient et béni par un avenir qui semblait soudain sans limite de possibilités. 3 années passèrent, et avec elles vint une transformation si complète que parfois Éléanore, maintenant la duchesse d'Ashworth en vérité comme en titre, surprenait son reflet dans les fenêtres de la bibliothèque et s'émerveillait de la femme qu'elle était devenue, non plus courbée par la honte ou se cachant dans les marges, mais se tenant droite, se déplaçant dans le monde avec une confiance qui ne venait pas de l'arrogance, mais du fait d'être vraiment connue et vraiment aimée. Le duc et la duchesse d'Ashworth étaient devenus connus dans tout le comté, et au-delà pour quelque chose de rare dans leurs cercles élevés. Un bonheur authentique, un partenariat qui allait plus loin que le devoir ou la convenance, et leur domaine avait prospéré sous leur gestion conjointe, d'une manière qui surprit même ceux qui avaient initialement prédit un désastre. Ensemble, ils avaient restauré l'aile est en ruine d'Ashworth, avaient ouvert la grande bibliothèque, autrefois la forteresse d'isolement de Sébastien et la cachette d'Éléanore, aux érudits locaux et aux fils de fermiers qui montraient des promesses intellectuelles, avaient créé un fonds pour les veuves en difficulté, une cause qu'Éléanore défendait avec la passion de quelqu'un qui se souvenait trop bien de ce que signifiait être vulnérable et seul. Les chuchotements qui les avaient autrefois suivis, le mariage scandaleux, la veuve sans le sou, le duc froid, s'étaient estompés pour devenir quelque chose de plus chaleureux, des histoires de la duchesse qui se souvenait du nom de chacun, et du duc qui s'était adouci en quelqu'un capable de rire. Et si une partie de la société londonienne reniflait encore avec désapprobation, Éléanore avait appris que leur jugement n'avait aucun pouvoir sur un bonheur construit sur la vérité et le choix. Sébastien, de son côté, s'était révélé dans son élément, non plus isolé, mais aimé de ceux qui travaillaient en sa terre, respecté par les familles voisines qui avaient autrefois craint sa sévérité, transformé par l'amour en quelqu'un qui souriait librement, parlait avec chaleur et prouvait que la réputation et la réalité n'avaient pas besoin de coïncider. Ils eurent une fille,
Catherine Rose, nommée d'après leurs deux mères dans un acte d'espoir et de réconciliation. Née la 2e année de leur mariage lors d'un mois de septembre exceptionnellement chaud. Et Éléanore avait pleuré lorsque Sébastien avait placé leur enfant dans ses bras, avait vu dans ses mains marquées berçant ce minuscule être parfait, la preuve finale que la douceur avait toujours vécu sous son extérieur gardé. Un après-midi d'automne, très semblable à celui où Eleanor était arrivée pour la première fois à Ashworth, ne cherchant rien de plus qu'un refuge et des livres, elle retourna à la bibliothèque, leur bibliothèque, et trouva Sébastien assis dans le fauteuil en cuir près de la fenêtre, où il avait autrefois travaillé dans la solitude, leur fille de 3 ans maintenant nichée sur ses genoux, tandis qu'il lui lisait un livre de contes de fées. Sa voix profonde, douce et patiente, la petite main de Catherine reposant en toute confiance sur sa poitrine. Éléanore se tint dans l'embrasure de la porte, les observant, le cœur si plein qu'il en était douloureux de gratitude et d'émerveillement, et lorsque Sébastien leva les yeux et croisa son regard, le sourire qu'il lui adressa contenait toute l'histoire de leur amour. La peur et le courage, le fait de se cacher et de se révéler, la porte verrouillée qui avait tout changé. La bibliothèque, qui avait autrefois été son sanctuaire contre le jugement du monde, et sa forteresse contre sa cruauté, était devenue quelque chose de tout à fait différent. Non pas une cachette, mais un foyer, non pas un refuge de la vie, mais son cœur même. Et alors que Catherine riait de quelque chose dans l'histoire, et que Sébastien croisait à nouveau le regard d'Éléanore avec une expression d'un contentement si profond, Éléanore comprit que leur amour ne les avait pas simplement sauvés, mais avait transformé les espaces mêmes qu'ils habitaient, avait changé l'isolement en connexion et la peur en joie. Ce soir-là, après que Catherine eut été mise au lit, un rituel qu'ils partageaient, se relayant pour les histoires et les chansons, la voix profonde de Sébastien étonnamment douce, avec des berceuses, qu'il prétendait ne pas se souvenir d'avoir apprises, ils retournèrent à la bibliothèque, comme ils le faisaient si souvent lorsque la maison s'était installée dans le calme et que les exigences de la journée les avaient rendus l'un à l'autre, et Éléanore se sentit attirée par la fenêtre où elle s'était autrefois tenue, observant Sébastien marcher seul dans la première neige, cette image d'isolement qui lui avait brisé le cœur et lui avait donné le courage de tendre la main vers lui à travers les livres et la poésie lorsque les mots semblaient trop dangereux. Maintenant, ils se tenaient ensemble à cette même fenêtre, son bras autour de sa taille, sa tête reposant contre son épaule, et l'obscurité automnale au-delà de la vitre leur renvoyait leurs silhouettes jointes comme une promesse tenue. « Penses-tu parfois à quel point nos vies auraient pu être différentes ?» demanda doucement Éléanore, ses doigts traçant des motifs oisifs sur sa poitrine. « Si j'avais choisi un autre domaine à visiter cette saison-là, si je n'avais pas cherché refuge dans ta bibliothèque, si j'avais été plus courageuse ou plus folle et avais affronté le jugement de la société ailleurs. » Ça. Sébastien resta silencieux un moment, et elle sentit plutôt qu'elle ne vit sa contemplation, la façon dont il considérait sérieusement les questions avant de répondre, l'une des 1000 petites choses qu'elle avait apprises à aimer chez lui. « J'y pense souvent, » admit-il finalement. « À quel point nous avons failli nous manquer complètement. Combien de petits choix ont mené à ce premier matin où je t'ai trouvé ici et où j'ai été trop lâche pour admettre que j'étais reconnaissant de l'intrusion. » Il la tourna doucement pour lui faire face, ses mains marquées, des mains dont elle savait maintenant qu'elles avaient été blessées en sauvant un garçon d'écurie d'un incendie, une autre vérité cachée sous les rumeurs, berçant son visage avec une tendresse infinie. « Je pense au courage qu'il t'a fallu pour rester, alors que toute ton expérience,
te disait de fuir, de te cacher, de te protéger. Je pense à cette nuit où j'ai fermé la porte à clé, parce que je ne pouvais pas supporter de te perdre sans me battre pour toi, et à quel point j'étais terrifié que tu me rejettes, que j'ai mal interprété tout ce qu'il y avait entre nous. » Les yeux d'Éléanore s'emplirent de larmes, les bonnes larmes, celles qui viennent du fait d'être si complètement comprises que même la peur peut être partagée sans honte. « Nous avons failli nous manquer, » murmura-t-elle. « Nous avions tous les deux si peur, si convaincus que nous étions indignes d'amour. » Ils restèrent ensemble, alors que le soir se transformait en nuit, et quand Sébastien lui demanda, comme il le faisait encore parfois, comme s'il avait besoin d'être rassuré sur le fait que leur bonheur était réel et durable, si elle était vraiment heureuse, Éléanore pensa à la femme qu'elle avait été à son arrivée à Ashworth, honteuse, se cachant, convaincue que la sécurité signifiait l'invisibilité et qu'elle ne méritait rien de plus que les marges de la vie des autres. « Je n'ai jamais su que le bonheur était possible avant toi, » lui dit-elle, les mots inadéquats, mais vrais. « Pas seulement le bonheur, mais ceci, être connu complètement et aimé malgré tout, être vu dans toute ma peur et mes échecs, et choisi quand même. Tu m'as appris que se cacher n'est pas la même chose que la sécurité, que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais le plus grand courage. » Aïe, aïe. Sébastien l'embrassa alors, doucement et profondément, et dans ce baiser se trouvait l'histoire de leur amour, chaque livre échangé, chaque regard volé, chaque risque pris, chaque mur lentement démantelé, jusqu'à ce que deux âmes isolées se retrouvent, non pas seules, mais inexplicablement, incroyablement ensemble. Plus tard, bien plus tard, lorsque le feu dans la cheminée de la bibliothèque s'était consumé et que les bougies s'étaient réduites à de douces flaques de cire lumineuse, Sébastien et Éléanore restèrent ensemble dans leur sanctuaire, et il l'attira sur l'ancien canapé en cuir, où ils avaient partagé tant de conversations, d'abord hésitantes et formelles, plus tard intimes et sans réserve, et ils s'assirent dans un silence complice, qui n'avait pas besoin de mots, car ils avaient depuis longtemps appris leur langage au-delà de la parole. La tête d'Éléanore reposait contre son épaule, ses doigts traçant de lents motifs sur son bras, et la bibliothèque autour d'eux contenait toute leur histoire dans ses murs. La peur et le courage, les livres échangés comme des confessions, la porte verrouillée qui avait forcé la vérité lorsque la politesse les aurait laissés se croiser pour des avenirs solitaires séparés. Et Éléanore se surprit à penser à toutes les personnes dans le monde qui se cachaient comme elle s'était cachée, cherchant un sanctuaire contre le jugement et la douleur, construisant des murs pour se protéger du mal, mais tenant aussi l'amour à distance. Sébastien embrassa le sommet de sa tête, un geste d'une tendresse si désinvolte qu'il lui serrait encore le cœur, même après 3 ans de mariage, et elle inclina son visage pour rencontrer son regard. Ses yeux gris qui avaient semblé si froids autrefois, maintenant réchauffés par la lueur du feu, et quelque chose de plus profond, quelque chose qui les avait sauvés tous les deux de leurs isolements séparés. Et lorsqu'il l'embrassa correctement, profondément, c'était à la fois familier et nouveau, de la manière dont l'amour se renouvelle lorsqu'il est construit sur la vérité, plutôt que sur l'illusion. Mes chers auditeurs, prenons un instant de recul par rapport au bonheur de Sébastien et d'Éléanore. Considérons ce que leur histoire signifie pour ceux d'entre nous qui n'ont pas encore trouvé leur porte verrouillée et le courage de rester, lorsque rester semble impossible. Car ce n'est pas simplement un conte d'un duc et d'une veuve dans une bibliothèque en automne, bien que ce le soit aussi,
mais une histoire sur les sanctuaires que nous construisons pour nous protéger, et le moment où le sanctuaire doit se transformer en autre chose, ou devenir une prison que nous nous sommes nous-mêmes créés. Nous nous cachons tous parfois, n'est-ce pas, nous cherchons tous refuge contre un monde qui juge trop durement et comprend trop peu, qui nous réduit à nos erreurs et à nos circonstances, et ne peut voir la complexité sous la surface. Et il n'y a aucune honte à avoir besoin d'un abri, à trouver des endroits où nous pouvons respirer sans jouer un rôle ou faire semblant. Mais voici la vérité qu'Eléonore et Sébastien ont apprise. Le sanctuaire devient une prison lorsque nous oublions que sécurité et stagnation ne sont pas la même chose, lorsque nous choisissons l'invisibilité plutôt que la terrifiante vulnérabilité d'être vraiment connu. L'amour, le véritable amour, celui qui transforme et rachète, exige le courage de déverrouiller la porte que nous avons si soigneusement barrée, de laisser une autre personne voir non seulement la version de nous-mêmes que nous avons soigneusement préparée, mais la vérité effrayée, imparfaite et marquée qui se cache en dessous. Et c'est peut-être le risque le plus terrifiant que nous prenions jamais, car il n'y a aucune garantie d'acceptation, aucune promesse que la personne à qui nous nous révélons nous choisira plutôt que notre façade soigneusement construite. Parfois, la personne la plus froide est simplement la plus effrayée, la plus isolée est celle qui aspire le plus à la connexion, la plus prompte à juger, c'est juger elle-même le plus sévèrement. Et si nous pouvons apprendre à voir, au-delà des apparences et des réputations, jusqu'au cœur caché en dessous, nous pourrions découvrir que la personne que nous avons évitée ou méprisée est celle-là même qui pourrait le mieux nous comprendre. Alors, si vous vous surprenez à vous cacher, cher auditeur, sachez que votre besoin de sanctuaire est légitime et humain. Mais demandez-vous, ce lieu de sécurité vous sert-il encore ou est-il devenu une cage? Et si quelqu'un s'approche de votre porte verrouillée, non pas pour la forcer mais pour frapper doucement et attendre, considérez la possibilité que le plus grand courage n'est pas de se cacher avec succès, mais d'être vu malgré tout, de risquer le rejet pour la possibilité d'une connexion authentique, de transformer l'endroit où vous vous cachez en un endroit où vous pouvez vraiment vivre. Puissiez-vous trouver votre bibliothèque et votre porte verrouillée, votre moment de choix entre la sécurité et l'amour, et puissiez-vous avoir le courage de rester lorsque chaque instinct vous dit de fuir, car parfois la fin est en réalité un commencement. Parfois la porte verrouillée n'est pas une barrière mais une invitation, et parfois la personne de l'autre côté a attendu que vous la laissiez entrer.